Aujourd'hui, nous allons vous présenter la description et le fonctionnement des gazomètres tels qu'ils existaient dans une usine qui venait de se créer vers 1851, un peu en dehors de la ville à l'époque, derrière la future gare et donc proche des voies ferrées, le long de la rue qui menait à Saint-Brice qu'on appelle désormais la rue des Romains. Dans cette usine produisant un gaz de houille destiné à l'éclairage des rues et des habitations, il y avait des structures essentielles qu'on ne pouvait manquer. Quelles étaient ces structures? C'étaient ces gigantesques gazomètres visibles de très loin et un local chaudière avec ses 2 cheminées hautes de plus de 35 mètres. Daniel, qu'est-ce qu'un gazomètre? Un gazomètre est un immense réservoir de forme cylindrique contenant un gaz issu de la combustion du charbon, appelé aussi la houille, à l'abri de l'air, dans les fours des chaudières appelés cordus. Qui a découvert ce procédé? Ce procédé a été mis au point vers 1800 par un Écossais, William Murdoch. N'y a-t-il pas eu un problème avec ce tout nouveau gaz d'éclairage? Eh bien oui. À cette époque, les vapeurs qui se dégageaient des becs de gaz servant à éclairer les rues, les habitations, les magasins et les commerces détérioraient les peintures, les dorures, voire même les tissus. Et elles étaient nocives pour les poumons. Le cas le plus frappant étaient les décors de l'Opéra de Paris qui ont subi des dégradations. Mais que fallait-il faire? C'était pas si simple que ça. Il fallait épurer ce gaz. C'est un autre Anglais, Samuel Clay, qui vers 1810 trouva un système très complexe de machines de filtrage sorte de grosses lessiveuses qui nettoyaient ce gaz avant de l'envoyer dans les gazomètres, puis vers le réseau de distribution. D'où l'expression « c'est une usine à gaz ». Oui, c'est ça. Cette expression utilisée encore aujourd'hui quand on veut dire que quelque chose est compliqué à mettre en œuvre. Mais revenons au gazomètre. Comment était-il conçu? Le gaz épuré était stocké dans un gazomètre qui était, dans la plupart des cas, composé de 2 parties, la cuve et la cloche. La partie inférieure, s'appelait donc la cuve, était un immense bassin circulaire rempli d'eau. Comment les parois de la cuve étaient-elles faites? Les parois étaient réalisées en maçonnerie, ayant une épaisseur parfois de 3 mètres d'épaisseur, et ce pour résister à la pression de l'eau. Étaient-elles toujours en maçonnerie? Non, les parois des cuves pouvaient être aussi en acier pour les très gros gazomètres. Des centaines de plaques de tôle de 60 cm par 1 mètre étaient donc assemblées entre elles par des milliers de rivets posés à chaud selon la même technique qu'utilisait Gustave Eiffel dans ses ouvrages. Et l'autre partie de la cloche? La partie supérieure de la cloche, la partie supérieure du gazomètre, appelée la cloche, elle aussi en acier, recevait le gaz épuré et flottait en quelque sorte sur l'eau de la cuve située en dessous. Cette cloche montait et descendait suivant la quantité du gaz qui était à l'intérieur de celle-ci. Elle coulissait le long de rails de guidage verticaux fixés sur des piliers en maçonnerie, généralement en briques, ou pour les très gros, le long d'une ossature métallique ceinturée par une armature. Quelles étaient les dimensions de ces gazomètres? Les plus gros gazomètres que l'on a pu voir en région parisienne faisaient 65 mètres de hauteur, soit 20 étages. C'était à Gennevilliers, mais à Reims, 12 mètres seulement. Les cloches pouvaient avoir une capacité de plus de 200 000 m3, à Reims, 20 000 m3. Le diamètre, dans certains cas, pouvait atteindre 75 mètres, comme donc en région parisienne, à Gennevilliers. Celui de Reims, 45 mètres, il se situait à l'emplacement de l'actuelle place des Romains. Voilà. Existe-t-il différents gazomètres? Oui, il existe principalement 2 gazomètres. Un gazomètre avec une seule cloche, comme ici présent, ou un gazomètre qu'on appelle télescopique. En réalité, c'est un ensemble de 3 cloches qui se pénètrent ou qui rentrent les unes dans les autres. De cette façon, était justement d'augmenter le volume de capacité du gazomètre, de le multiplier par 2
quand il y avait 2 cloches, par 3 quand il y avait 3 cloches. Et le gros avantage, c'est qu'on gardait toujours la même surface au sol. À quoi était destiné le gaz de houille stocké dans les gazomètres? Il servait à partir d'une canalisation enterrée en fonte ou en acier de 50 à 60 cm de diamètre à alimenter les réverbères et plus tard les habitations via un réseau secondaire enterré sous la chaussée. Que peut-on dire sur les réverbères? Les réverbères étaient allumés et éteints chaque soir et matin par un employé de la compagnie de gaz qui en avait eu la concession. L'employé s'appelait un allumeur de réverbères. Comment l'allumeur s'y prenait-il? En réalité, l'allumeur soit disposait d'une échelle pour accéder au réverbère ou avec une perche comme ici, la perche qui était munie d'une mèche allumée et il allumait donc le réverbère. Chaque allumeur ne s'occupait que de 20 réverbères, car toutes les rues de la ville devaient être éclairées dans un laps de 30 minutes. Il disposait donc d'un délai d'une demi-heure pour allumer les 20 réverbères dont il en avait la charge. Bien entendu, les horaires lui étaient imposés par la ville et variaient chaque semaine en fonction des saisons. Il risquait une forte amende si les lampadaires de son secteur s'allumaient au-delà des heures prévues. C'était valable aussi pour l'extinction des réverbères le matin. Combien fallait-il d'allumeurs pour gérer les 2000 réverbères que comptait la ville vers 1860? Oh, beaucoup, mais faites donc le calcul. Daniel, nous avons encore quelques questions. Pourquoi le gaz stocké dans la cloche ne s'échappe pas? Tant que la base de la cloche est en contact avec l'eau de la cuve, le gaz ne peut pas s'échapper. C'est un phénomène naturel appelé étanchéité hydraulique. Pourquoi les 2 cloches télescopiques du seul gazomètre de Reims de 20 000 m3, situées à l'emplacement de l'actuelle place des Romains et pesant au total 286 tonnes, pouvaient-elles monter et descendre en fonction du gaz qui les remplissait? C'est tout simplement la résultante de lois de physique. Que reste-t-il, Daniel, de cette usine rémoise? En réalité, il ne reste rien. Le gaz de houille a été remplacé par le gaz de Lorraine en 1954. Les structures de l'ensemble de l'usine ont été démolies en 1970 dans ses environs et la dernière fondation du gazomètre de notre quartier a été détruite en 2023.